Ma tante m'a traité de raté à la réunion de famille, mon fils a une vraie carrière, il sera millionnaire. J'ai souri et attendu. À mon tour, j'ai répondu, pas grand-chose. J'ai simplement signé son chèque de paie la semaine dernière. Ma famille ne m'a invité à la réunion que pour m'humilier en se vantant du nouveau travail de mon cousin. Ils n'avaient aucune idée qu'il était mon nouvel employé. Je les ai donc laissés parler jusqu'à ce que ma tante me traite de raté devant tout le monde. Alors, j'ai simplement souri, attendu le silence, et prononcé les quelques mots qui ont mis fin à sa carrière et à la réputation de ma tante pour toujours. L'email est arrivé à 13h, c'est un mardi, brillant d'une lumière bleue cruelle sur l'écran de l'ordinateur portable posé sur mes genoux. J'en étais à mon 3e jour de la pire grippe que j'avais eue en une décennie, emmitouflé dans une forteresse de mouchoirs usagés et de tasses de thé à moitié vides. Ma tête me semblait être une cabine pressurisée et mon corps me faisait mal à des endroits que j'ignorais pouvoir être douloureux. L'email ne venait pas de mon équipe, qui tenait la baraque pendant que je finalisais notre expansion à Lyon. Il venait de ma mère. L'objet était d'une simplicité trompeuse, réunion de famille Dubois. Tu dois venir. J'ai grogné, le son écorchant ma gorge à vif. Je n'avais pas assisté à une réunion de famille complète depuis 4 ans. Pas depuis celle où ma tante Catherine m'avait coincé près de la salade piémontaise et avait demandé, dans un murmure de scène qui avait traversé tout le jardin, si mon petit passe-temps informatique payait toujours mon loyer. À l'époque, je venais de sécuriser mon premier tour de financement de Série A. J'avais marmonné quelque chose sur le fait d'être occupé et j'avais fui. Cette fois, le contenu de l'email était bien plus direct. C'était un message transféré de tante Catherine elle-même, une femme qui maniait l'enthousiasme comme une arme, d'une manière qui me laissait toujours un sentiment d'infériorité. Très chère famille, comment c'est-il? Je suis absolument ravi de vous annoncer que la réunion de cette année chez moi, bien sûr, sera une célébration très spéciale. Comme vous le savez tous, mon brillant Julien vient de décrocher le poste le plus incroyable et révolutionnaire qui soit. C'est un poste de départ à 6 chiffres dans une énorme firme internationale. Prime, stock option, la totale. Il est en pleine ascension. Nous sommes si fiers. J'ai fermé les yeux. Julien, mon cousin, le Golden Boy Julien. D'aussi loin que je me souvienne, Julien était l'étalon auquel tous les autres membres de la famille étaient mesurés et jugés insuffisants. Julien avait un 12 à un partiel de maths. Il est tellement stressé. Ce garçon est un génie. Julien avait accidenté la voiture de son père. Il a de si bons réflexes, il a réussi à éviter de percuter la boîte aux lettres. L'email continuait, je sais que c'est à la dernière minute, mais nous devons le célébrer. Et bien sûr, c'est une merveilleuse occasion pour nous tous de nous retrouver et de voir ce que chacun est devenu. Une angoisse glaciale, plus aiguë que ma fièvre, s'est installée dans mon estomac. Je savais exactement ce que voir ce que chacun est devenu signifiait. C'était une performance, un spectacle soigneusement orchestré où Julien était la vedette et moi, Amélie Dubois, le contre-exemple planté dans le public. La fille discrète et intello qui faisait des trucs d'ordinateur et qui, à 32 ans, était toujours célibataire, sans enfant et, à leurs yeux, totalement dépourvue d'ambition. La dernière ligne de la note personnelle de ma mère, cependant, fut celle qui remua le couteau dans la plaie. S'il te plaît, viens, Amélie. Tante Catherine a spécifiquement demandé si tu venais. Elle a dit qu'elle s'inquiétait pour toi. Montre-toi juste un après-midi, pour moi. S'inquiéter pour moi. C'était le code. La manière polie et familiale de dire qu'il voulait m'exposer pour faire briller encore plus le succès de Julien. J'ai détourné les yeux de l'email pour regarder l'autre document ouvert sur mon ordinateur, un PDF attendant ma signature numérique finale. C'était le dossier d'intégration pour la nouvelle cohorte d'analystes stratégiques seniors du 4e trimestre pour mon entreprise, Dubois Méridien. Mon regard a parcouru la liste des noms jusqu'à ce qu'il se pose sur le 3e. Lambert, Julien, date d'entrée, lundi. Un sourire lent et froid s'est étalé sur mon visage, faisant craquer la peau sèche de mes lèvres. Mon entreprise, le petit passe-temps informatique qu'ils méprisaient tous, était l'énorme firme internationale que Julien rejoignait. La firme que j'avais bâtie à partir de rien dans mon studio. La firme dont le logo était délibérément anodin. La firme dont j'avais intentionnellement gardé mon nom à l'écart de tous les supports publics, préférant laisser le travail parler de lui-même. Julien, dans son arrogance, n'avait clairement pas fait de recherche sur le conseil d'administration ou la PDG. Il avait juste vu le salaire à 6 chiffres et le titre impressionnant.
J'ai cliqué sur répondre à l'email de ma mère. Tu sais quoi, maman? Tu as raison. J'y serai. Je ne manquerai ça pour rien au monde. J'ai bu une longue gorgée de thé froid et amer. Mon mal de tête s'était soudainement un peu amélioré. Ils voulaient un spectacle. Je leur en donnerais un. Mais ils avaient oublié une chose cruciale à mon sujet. Ils avaient oublié que la fille discrète et intello était celle qui faisait toujours ses devoirs. Et cette fois, j'étais plus préparé qu'ils ne pourraient jamais l'imaginer. La trahison n'était pas seulement le coup monté. C'était les années à être sous-estimées. Et ça, j'ai décidé, était une dette que j'étais enfin prête à recouvrer. Les 2 semaines entre cet email et la réunion furent un tourbillon entre la finalisation du contrat de Lyon et la lutte contre les derniers restes de ma grippe. Mon directeur financier, David, un homme qui croyait que discret était synonyme de faible, me suppliait depuis des années de faire une campagne de relations publiques. Amélie, personne ne sait qui tu es, avait-il argumenté lors d'un appel vidéo, son image légèrement pixelisée. Dubois Méridien est un fantôme. On fait 9 chiffres de revenus et le monde pense que nous sommes une PME de traitement de données dans la Creuse. Tu dois faire la couverture d'un magazine, une conférence, quelque chose. David, nous ne sommes pas un fantôme. Nous sommes discrets, avais-je rétorqué, ma voix encore rauque. Nos clients ne nous engagent pas pour une communication tape à accent grave-l'œil. Ils nous engagent parce que nous sommes le moteur silencieux qui résout leur cauchemar logistique à plusieurs milliards d'euros. Ils aiment le fait que nous ne soyons pas flamboyants. D'accord, avait-il soupiré, mais un jour, tu voudras cette reconnaissance, et tu regretteras de ne pas avoir construit la plateforme pour ça. J'ai pensé à cet appel en conduisant ma berline banale de 5 ans vers la nouvelle maison tentaculaire de tante Catherine dans la grande banlieue parisienne. J'avais intentionnellement laissé ma Tesla, celle que je m'étais offerte pour célébrer le remboursement des prêts de ma start-up, à la maison. Aujourd'hui n'était pas un jour pour l'ostentation. C'était un jour pour le camouflage. Je me suis garé à 3 rue de la et j'ai marché, laissant l'air humide de juillet s'installer sur moi. Je voulais avoir l'air exactement comme il s'attendait à me voir, légèrement fatiguée, un peu froissée et totalement insignifiante. En tournant au coin de la rue, la maison est apparue. C'était un monument de stuc beige avec un garage pour 3 voitures et une pelouse si agressivement verte qu'elle semblait artificielle. Une immense bannière, imprimée par un professionnel, flottait paresseusement au-dessus de l'entrée. Félicitations, Julien. L'avenir t'appartient. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai sonné. La porte a été ouverte par tante Catherine elle-même, qui m'a enveloppé dans un nuage de parfums chers et de lac. Amélie, tu es venue. Oh, ma pauvre chérie, tu as l'air épuisée. C'était la première salve. Pas un comment vas-tu, mais une confirmation immédiate de mon échec présumé. Juste un peu fatigué par le travail, tante Catherine, ai-je dit, forçant un sourire. Oh, bien sûr, ton petit boulot. Eh bien, entre. Tout le monde meurt d'envie de te voir. La maison était bondée. L'air était épais de l'odeur d'un buffet préparé par un traiteur et du brouhaha sourd des parents essayant de parler plus fort les uns que les autres. J'ai été immédiatement passé de tante en oncle. Chacun me donnant une tape sympathique sur l'épaule et une variation du même commentaire. Toujours avec tes trucs d'ordinateur, Amélie? Content de te voir. Eh bien, content de te voir. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Ton tour viendra. Chaque commentaire était une petite coupure de papier, un rappel délibéré de ma place dans la hiérarchie familiale. Je me contentais de sourire, de hocher la tête et de chercher des yeux l'homme du jour. Je l'ai trouvé tenant la cour au bord de la piscine. Julien était, je devais l'admettre, l'image même du succès. Il portait un polo couleur saumon, un short en lin impeccable et une montre agressivement brillante. Il était entouré de tantes admiratives, toutes suspendues à ses lèvres tandis qu'il gesticulait largement. Et le vice-président de la stratégie mondiale, il me dit, « Julien, nous ne cherchons pas seulement des analystes, nous cherchons des visionnaires. » C'est une synergie incroyable. Le potentiel de disruption est massif. J'ai failli m'étouffer avec ma limonade. Synergie, disruption. Il récitait les mots-clés exacts du manuel d'orientation que j'avais personnellement écrit 5 ans plus tôt. Il m'a finalement repéré. Amélie. Et, ça fait un bail. Comment va? Tout. C'était le geste signature de Julien, le vague et méprisant tout qui impliquait que ma vie était trop insignifiante pour contenir des détails dignes d'être demandés.
Occupé, ai-je dit, gardant mon sourire fermement en place. Le train-train habituel. Mais waouh, Julien, ça a l'air incroyable. Un job qui change une vie. J'ai entendu dire que c'est avec une énorme firme internationale. Il s'est instantanément rengorgé. Ouais, c'est. Eh bien, c'est une assez grosse affaire. Dubois Méridien, tu n'en as probablement jamais entendu parler. Ils sont très exclusifs. Dubois Méridien, ai-je répété, savourant le nom. Non, ça ne me dit rien, mais ça a l'air très impressionnant. Félicitations. Merci, a-t-il dit, déjà en train de perdre intérêt et de scanner la foule à la recherche de quelqu'un de plus important à qui parler. Et, tu sais, je crois qu'il recrute encore pour des postes de saisie de données ou quelque chose comme ça. Je pourrais probablement glisser un mot en ta faveur. Pour te sortir de tes boulots en freelance. Les boulots en freelance. J'étais la fondatrice et la PDG. Il était techniquement mon subordonné. L'envie de rire était si forte qu'elle en était presque douloureuse. C'est si gentil, Julien, ai-je dit, ma voix douce. J'y réfléchirai certainement. Tante Catherine est arrivée en trombe, tendant une bière à son fils. Ne l'ennuie pas avec des broutilles, Amélie. Mon Julien est sur une fusée vers la Lune. Elle a tourné son sourire radieux vers lui, puis m'a regardé, son expression se crispant en une expression de pitié. C'est tout simplement merveilleux. Une vraie carrière, la sécurité, un avenir. Tu sais, il sera millionnaire avant d'avoir 30 ans. Elle s'est ensuite penchée, son parfum me faisant pleurer les yeux, et a livré la réplique qu'elle gardait pour la fin de la journée. Contrairement à certaines personnes. J'ai soutenu son regard. Je n'ai pas bronché. J'ai juste souri. Vous devez être si fière, tante Catherine. Oh, je le suis, a-t-elle dit en se reculant, clairement déçue que je n'ai pas mordu à l'hameçon. Maintenant, si vous nous excusez, Arthur est sur le point de porter un toast. Essaie d'avoir l'air heureuse, ma chérie. Alors qu'elle emmenait Julien, j'ai laissé tomber mon sourire. La fusée vers la Lune était sur le point de rencontrer des turbulences inattendues. Parce qu'ils avaient tous oublié une chose cruciale. C'était moi qui avais construit la rampe de lancement, et j'étais la seule à posséder les codes. Pour comprendre tante Catherine, il faut comprendre la hiérarchie de la famille Dubois. Nous n'étions pas de vieilles fortunes, mais de vieilles fiertés. La famille était bâtie sur l'héritage stoïque et travailleur de mon grand-père, Arthur Moreau, un homme qui avait transformé un petit atelier de menuiserie en une entreprise régionale de meubles modérément prospère. Il valorisait la sueur, les callosités et les résultats tangibles. Mon père et sa sœur, Catherine, étaient différents. Mon père était calme, content d'être professeur d'histoire géo au lycée, une profession que grand-père Arthur respectait pour sa stabilité, sinon pour son ambition. Tante Catherine, cependant, avait épousé un homme qui avait fait fortune rapidement dans l'immobilier et tentait désespérément de redorer le blason des Dubois en les faisant passer pour des mondains de haut vol depuis lors. Pour Catherine, le succès n'était pas une question de réussite. C'était une question de perception. C'était le code postal, la marque de la voiture et le titre sur la carte de visite. Et moi, à ses yeux, j'étais un échec catastrophique sur les 3 fronts. J'étais l'étrangère, la fille du tranquille professeur d'histoire. Pendant que Julien jouait au rugby, j'étais dans ma chambre à apprendre à coder en C++. Pendant qu'il allait à des soirées étudiantes, je construisais un système de gestion de base de données pour une association locale. Mon père m'avait encouragé. C'est là que ton esprit fonctionne, Amélie, avait-il dit. Ne laisse jamais personne te dire que ça n'a pas de valeur. Mais quand mon père est décédé d'une crise cardiaque soudaine pendant ma 2e année d'université, mon encre avait disparu. Ma mère, la pauvre, était perdue dans son propre chagrin. Et tante Catherine est descendue sur nous. Je me souviens qu'elle venait chez nous, soi-disant pour aider, mais en réalité pour juger. Elle se promenait dans le bureau de mon père où j'avais installé ma jeune entreprise de codage et soupirait devant le désordre. Amélie, ma chérie, disait-elle en ramassant un composant de serveur. Je sais que tu es triste, mais tu ne peux pas te cacher ici avec ces jouets. Tu as 20 ans. Tu devrais sortir, rencontrer des gens, faire un stage dans une vraie entreprise. Comme Julien dans l'entreprise de son père. Comment trouveras-tu un mari si tu sens le fer à souder? C'était le nœud du problème. Mon échec n'était pas seulement professionnel. Il était personnel. Je ne suivais pas le scénario.
quand j'ai abandonné ma prestigieuse université 1 an plus tard, une décision qui m'a presque brisé, c'est parce que mon petit passe-temps informatique venait de recevoir un investissement de démarrage de 1,5 million d'euros. Je ne pouvais pas faire les deux. Mais je ne leur ai pas dit ça. Je ne pouvais pas. Comment expliquer le capital risque à une femme qui pensait que les actions étaient quelque chose qu'on achetait au supermarché? J'ai juste dit, je lance ma propre entreprise. La réaction de la famille fut prévisible. Mon grand-père avait l'air déçu. Ma mère se tordait les mains et tante Catherine avait l'air triomphante. J'avais confirmé toutes ses prédictions. J'étais la décrocheuse, la bizarre, la ratée. Eh bien, avait-elle dit avec un sourire pincé et plein de pitié. Nous avons tous notre propre chemin. Je suis sûr que la pension de ton père t'aidera jusqu'à ce que tu te remettes sur pied. Je ne l'ai jamais corrigé. Je l'ai laissé le croire. Je l'ai laissé croire ça pendant les 10 années suivantes. Je l'ai laissé croire que j'étais une freelance qui avait du mal à joindre les deux bouts. Je l'ai laissé penser que je survivais à peine. C'était plus facile. C'était mon armure. Pendant qu'elle était occupée à se vanter que Julien obtenait un bureau d'angle dans la minuscule agence immobilière de son père, je construisais tranquillement du bois méridien. Je l'ai bâti sur les principes que mon père m'avait enseignés, intégrité, précision et silence. Nous ne faisions pas de publicité. Nous acquérions des clients par le bouche à oreille. Nous étions l'entreprise que les gouvernements et les entreprises du Fortune 500 appelaient lorsque leur système était en panne, leurs données compromises ou leur logistique en plein chaos. Mon équipe et moi nous envolions pour Genève, pour Tokyo, pour Lyon. Nous étions les meilleurs et nous étions invisibles. Et maintenant, debout près de la piscine de tante Catherine à l'odeur de chlore, j'observais l'antagoniste que j'avais créé dans sa pleine et glorieuse floraison. Elle avait passé une décennie à cultiver ce récit de mon échec, et aujourd'hui devait être son tour d'honneur. Elle m'avait piégé, du moins c'est ce qu'elle pensait. Elle avait rassemblé toute la famille comme témoin. Mais en la regardant parader, j'ai réalisé qu'elle n'était pas seulement une antagoniste. Elle était une caricature, une femme tellement aveuglée par sa propre définition superficielle du succès qu'elle ne pouvait pas voir la vérité, même alors qu'elle s'apprêtait à lui servir un verre. Tante Catherine a fait teinter une cuillère contre un verre de vin. Un toast? Un toast? Rassemblez-vous tous. Le murmure de la foule s'est éteint. Elle est montée sur la marche de la terrasse, rayonnante, avec Julien à ses côtés. Merci à tous d'être venus, a-t-elle gazouillé. C'est si merveilleux d'avoir toute la famille réunie, surtout pour célébrer mon brillant garçon. Elle a tendu la main et a pincé la joue de Julien. Il avait l'air embarrassé, mais satisfait. Comme vous le savez tous, a-t-elle poursuivi, sa voix montant en volume, Julien vient d'accepter un poste dans l'une des firmes les plus prestigieuses du pays. Un leader en stratégie mondiale. C'est un travail dont les gens rêvent. Un travail pour les leaders. Elle a fait une pause, ses yeux balayant la foule jusqu'à ce qu'il se pose sur moi avec une précision chirurgicale. Cela montre bien, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant d'une fausse sincérité, ce qui arrive quand on est concentré. Quand on a de l'ambition. Quand on n'abandonne pas pour se contenter de peu. L'air est devenu lourd. J'ai senti la main de ma mère se crisper sur son verre. Plusieurs cousins ont baissé les yeux sur leurs chaussures. C'était ça, l'exécution publique. Nous sommes si fiers de lui. Il sera millionnaire avant ses 30 ans. Vous pouvez me croire sur parole. Elle a levé son verre. À Julien, l'avenir de la famille Dubois. À Julien, a répété la famille en écho. Alors que les acclamations s'éteignaient, Catherine a gardé sa main sur l'épaule de Julien. Son sourire était acéré. Oh, et Amélie, a-t-elle lancé comme si elle venait de se souvenir de ma présence. Nous sommes si heureux que tu aies pu venir, ma chérie. On n'a pas eu de tes nouvelles. Qu'est-ce que tu as fait de beau? La question est restée en suspens dans l'air. Une arme parfaitement conçue. Qu'est-ce que tu as fait de beau? C'était le moment, le tournant. Pendant 10 ans, ma réponse avait été un bouclier. Oh, tu sais, des bricoles, je reste occupé. Le train-train habituel. J'étais resté une victime passive parce que c'était plus facile que de mener une bataille que je ne pensais pas pouvoir gagner. Mais là, debout, avec la piqûre de l'insulte publique de ma tante encore vive, quelque chose en moi ne s'est pas seulement brisé, il s'est durci. La voix de mon père a résonné dans ma tête. Ne laisse jamais personne te dire que ça n'a pas de valeur.
J'en avais fini d'être leur contre-exemple. J'ai fait un pas en avant délibéré, attirant l'attention de la cinquantaine de membres de la famille directement sur moi. J'ai laissé le silence s'étirer 1 ou 2 secondes de plus que ce qui était confortable. En fait, tante Catherine, ai-je dit, ma voix claire et stable, portant facilement à travers la terrasse, c'est drôle que vous posiez la question. J'ai vu une lueur de confusion dans ses yeux. Ce n'était pas dans le script? J'étais censé marmonner et détourner le regard. J'ai été. Eh bien, j'ai été incroyablement occupé, ai-je poursuivi, laissant mes yeux passer d'elle à mon cousin. Cette expansion à Lyon sur laquelle je travaillais a finalement abouti. C'était un cauchemar logistique, mais nous l'avons fait. J'ai entendu quelques murmures confus. Lyon, a chuchoté ma mère. Le sourire de tante Catherine a tressailli. Lyon? Oh, comme c'est gentil. De petites vacances, ma chérie. Pas exactement, ai-je dit. C'était pour le travail. Pour mon entreprise, Dubois Méridien. J'ai laissé le nom atterrir. J'ai regardé son effet sur le visage de Julien. Son bronzage semblait pâlir de plusieurs teintes. Son sourire s'est figé, puis s'est effondré. Il m'a regardé, les yeux écarquillés d'une horreur naissante et écœurante. Il savait. Quoi, a lâché tante Catherine, regardant de l'un à l'autre. Qu'est-ce que tu as dit? Dubois Méridien, ai-je répété, plus fort cette fois. Mon entreprise. Le petit passe-temps informatique que j'ai commencé dans ma chambre d'étudiante. Ça a bien grandi. Julien secouait la tête. Un petit mouvement désespéré. Non, non, c'est. Ce n'est pas possible. La PDG est. Le conseil d'administration. J'ai fait des recherches. Tu as fait des recherches sur le conseil d'administration public, Julien, ai-je dit doucement. Tu n'as pas fait de recherche sur la société holding privée qui détient 100% des actions. DM Participation. Dubois, Moreau. Le nom de mon père est celui de mon grand-père. Je suis l'unique propriétaire et la PDG. Le piège n'était pas seulement mon silence. Le piège était mon nom. Le nom qu'ils avaient passé toute ma vie à mépriser. Le nom Dubois, ce même nom que Julien était si fier de porter, sans jamais faire le lien. Mais toi, balbutia tante Catherine. C'était un requin à qui on venait d'annoncer que l'océan était en fait un petit étang. Elle était complètement dépassée. Tu es juste. Amélie. Tu es une freelance. Je le suis, ai-je convenu. Je suis libre de lancer où je veux. Cette semaine, c'était Lyon. Le mois dernier, c'était un centre de données en Islande. Le mois prochain, c'est la réunion annuelle du conseil d'administration à Paris. Ce n'est pas drôle, Amélie, a crié Catherine, sa voix se brisant. Julien, dis-lui. Dis-lui que c'est une blague. Mais Julien était muet. Il me fixait comme s'il avait vu un fantôme. Il ressemblait à un homme qui venait de réaliser qu'il avait passé le dernier mois à se vanter d'avoir été embauché pour laver la voiture de la femme dont il se moquait. C'était le moment où j'aurais pu m'arrêter. J'aurais pu laisser le choc s'installer. Mais je connaissais ma tante. Je connaissais la famille. Le choc s'estomperait. Il serait transformé en une histoire sur mon arrogance. J'avais besoin de plus que le choc. J'avais besoin de preuves. Tu sais, Julien, dis-je en m'approchant de lui, ma voix prenant un ton conversationnel. Je suis contente que nous ayons cette conversation, car j'étais préoccupé quand ton dossier est arrivé sur mon bureau. C'était ça, l'enquête. Je n'avais pas seulement vu son nom sur la liste. Dès que j'ai vu sa candidature, j'avais fait ce que je fais de mieux. J'ai lancé un diagnostic complet. Je n'ai pas engagé de détective privé. Je n'en avais pas besoin. Je suis le détective privé. Toute l'activité de mon entreprise est basée sur la recherche de la vérité dans les données. Ton dossier, a chuchoté Julien, la voix blanche. Ai-je dit en sortant mon téléphone. Ton CV. Il est très impressionnant. Mention très bien de ton université. Stagiaire de l'année dans l'entreprise de ton père. Responsable du développement régional pendant 3 ans. Vous voyez, a claironné tante Catherine, retrouvant son aplomb. Il est brillant. Il l'est, ai-je dit. C'est un brillant auteur de fiction. J'ai tourné l'écran de mon téléphone vers mon grand-père,
qui avait observé tout cela avec une expression sombre et indéchiffrable. J'étais curieuse, ai-je dit, ma voix résonnant d'une clarté froide et dure. Alors j'ai passé quelques coups de fil. Cette mention très bien. Il lui manquait 40 crédits ECTS. Il n'a même pas eu son diplôme. Il s'est retiré pour raisons personnelles après que son association étudiante a été suspendue pour tricherie aux examens. Le prix du stagiaire de l'année, c'était de l'entreprise de son père. Il était le seul stagiaire. Et responsable du développement régional. Julien, l'entreprise de ton père est un bureau de 2 personnes au-dessus d'un pressing. La région que tu as développée, c'était le nouveau territoire pour la machine à café du bureau. Un halètement collectif a aspiré l'air de la terrasse. Tous les yeux étaient rivés sur Julien, dont le visage était maintenant d'un rouge marbré et terrifié. Tu, balbutia-t-il. Tu n'as pas le droit. C'est les RH. C'est confidentiel. C'est vrai, ai-je convenu. Ce sont des informations confidentielles de l'entreprise. Et en tant que PDG, j'ai le droit de savoir qui j'embauche. Ou, dans ce cas, qui je n'embauche pas. Tante Catherine s'est jetée en avant. Tu mens. Tu es une menteuse. Tu as toujours été une petite. Tante Catherine, ai-je dit, ma voix glaciale. Arrête de parler. Et elle s'est figée. Vous m'accusez de mentir sur des documents d'entreprise falsifiés. Vous le faites devant 50 personnes. Mais plus important encore, ai-je dit en me tournant vers Julien, vous essayez de défendre un homme qui a commis une fraude au CV pour obtenir un poste à 6 chiffres dans une multinationale. J'ai regardé Julien. Le Golden Boy avait disparu. À sa place se trouvait un jeune homme terrifié de 28 ans qui venait de se faire prendre. Tu as menti sur ta candidature, Julien, ai-je dit doucement. À mon entreprise. C'est un délit pénal. Le silence qui a suivi était si profond que je pouvais entendre le bourdonnement du filtre de la piscine. Tante Catherine avait l'air d'avoir été frappée. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, mais aucun son n'en sortait. Julien tremblait physiquement, les yeux écarquillés de panique. Un délit pénal ? A chuchoté ma mère, sa main volant vers sa poitrine. Falsifier ses qualifications auprès d'une société cotée en bourse ou, dans mon cas, bientôt sous contrat avec l'État, est une affaire très sérieuse, ai-je dit sans quitter Julien des yeux. Ce n'est pas juste enjoliver un CV. C'est du faux et usage de faux. C'était la première confrontation majeure. J'avais posé les bases et maintenant je révélais la première couche de la vérité. Je m'attendais à un déni. Je m'attendais à de la colère. Ce que j'ai eu, c'est du désespoir. Je veux dire, tout le monde le fait, a lâché Julien, sa voix se brisant. Ce n'est pas grave. C'est juste, tu sais, du marketing. Tante Catherine, voyant la défense pathétique de son fils, est revenue à la vie. Mais sa grandiloquence habituelle avait disparu, remplacée par une rage cassante et paniquée. Il a raison. Comment oses-tu ? Comment oses-tu venir ici et attaquer mon fils ? Tu es juste. Tu es jalouse. Tu as toujours été jalouse de lui. Jalouse, ai-je demandé, un rire sincère mais sans joie m'échappant. Jalouse de quoi exactement, tante Catherine ? De son faux diplôme ? De son historique professionnel imaginaire ? Ou du fait qu'il était si arrogant qu'il a postulé dans une entreprise portant notre nom de famille dans ses statuts privés et ne l'a même pas remarqué ? Il a eu le poste, n'est-ce pas, a-t-elle crié. Tu l'as embauché. C'est ça qui compte. Tu l'as dit toi-même. Son dossier était sur ton bureau. Il a passé le premier tour de l'algorithme, qui ne fait que filtrer les mots-clés, ai-je expliqué comme si je parlais à une enfant. Il a ensuite été interviewé par un responsable RH junior avec qui, franchement, j'aurai une conversation très sérieuse lundi. Il a été approuvé en attente de l'examen final de la direction. Mon examen. L'examen que je menais quand j'ai reçu ton email. J'ai reporté toute mon attention sur Julien, qui s'était recroquevillé sous la défense de sa mère. Tu n'as pas seulement menti, Julien, ai-je dit, ma voix calme mais portant loin. Tu as été négligent. Et dans mon entreprise, nous ne tolérons pas la négligence. C'est une firme de sécurité logistique, cousin. La négligence blesse des gens. La négligence coûte des millions. La négligence, dans notre monde, n'est pas une option. Amélie,
a-t-il plaidé, me regardant enfin dans les yeux. C'était la première fois qu'il me regardait comme si j'étais son égal, et encore moins sa supérieure. Amélie, s'il te plaît. Je peux expliquer. C'était ma mère. Elle n'ose même pas, a sifflé tante Catherine en lui attrapant le bras. N'ose même pas me blâmer, Julien Lambert. J'ai tout fait pour toi. Je t'ai fait. Tu as fait un escroc, Catherine. Une nouvelle voix a tonné, coupant la tension comme une scie circulaire. Toutes les têtes se sont tournées. Mon grand-père, Arthur Moreau, était debout. C'était un homme grand, encore imposant à 78 ans, et il fixait sa fille avec un regard d'une déception et d'une fureur si profonde que tante Catherine a physiquement reculé. Il était resté silencieux jusqu'à présent, observant depuis sa chaise en bout de table. Le patriarche avait enfin parlé. Arthur, commença Catherine. Tais-toi, a-t-il commandé. Il n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. La terrasse était silencieuse. Il a marché lentement, sa canne frappant la pierre jusqu'à ce qu'il se tienne au milieu du cercle, entre moi et ma tante. Il a regardé Julien. As-tu menti sur la candidature? Le visage de Julien s'est décomposé. Il a regardé sa mère, puis le sol. J'ai un peu exagéré. Le diplôme. As-tu eu ton diplôme? Mention très bien, a insisté Arthur. Non, monsieur. Les mots étaient à peine audibles. As-tu eu ton diplôme, tout court? Point non, monsieur. Grand-père Arthur a fermé les yeux un bref instant. Quand il les a rouverts, il ne regardait pas Julien. Il regardait Catherine. Toi, a-t-il dit, et le mot était plein de gravier et d'acier. Tu as fait ça. Tu as poussé ce garçon, ton fils, à être un panneau publicitaire pour ta propre vanité. Tu as tellement valorisé le son du succès que tu as oublié de lui en enseigner le travail. Père, ce n'est pas juste, a pleuré Catherine. Je voulais juste qu'il ait le meilleur. Je voulais qu'il soit quelqu'un, papa comme. Elle s'est arrêtée, mais son regard venimeux dans ma direction a terminé la phrase. Pas comme Amélie, ai-je terminé pour elle, ma voix neutre. Oui, a-t-elle crié, toute prétention de contrôle disparue. Pas comme toi. Caché dans ta chambre, à jouer avec tes ordinateurs, sans mari, sans enfant, sans vie. Je voulais plus pour mon fils. Et qu'as-tu obtenu, Catherine? La voix de grand-père Arthur était d'un calme mortel. Tu as eu un menteur. Tu as eu un escroc qui était sur le point de se faire arrêter. Arrêter, a glapi Julien, sa panique devenant stridente. Amélie, tu ne ferais pas ça. On est de la famille. Ah, la voilà. La dernière carte désespérée à jouer. La famille. Le mot qu'ils avaient utilisé comme une matraque contre moi pendant 20 ans était maintenant offert comme un bouclier pour lui. Je l'ai regardé, son visage terrifié et suppliant, et pour la première fois, je n'ai pas ressenti de colère. Je me sentais fatigué. La famille, ai-je répété. C'est un mot très intéressant. Tu as raison, Julien. Nous sommes de la famille. Et en tant que famille, j'étais prête à gérer cela discrètement. J'allais t'appeler demain, avant ta date d'entrée. J'allais te dire que ton offre était annulée en raison des divergences dans ta candidature. J'allais te faire un sermon très sévère et très privé sur la fraude et l'intégrité. J'ai fait une pause, laissant le conditionnel passer en suspendant l'air. Mais ça, c'était avant ceci, ai-je dit en désignant la foule stupéfaite. C'était avant que ta mère ne rassemble toute la famille pour la regarder m'humilier. C'était avant qu'elle ne me traite de raté. C'était avant que tu n'offres de me trouver un job de saisie de données. J'ai regardé mon grand-père. Il ne s'agit pas seulement d'un mensonge sur un CV, n'est-ce pas, grand-père? Il m'a regardé en retour, ses vieux yeux perçants. Non, Amélie, ce n'est pas ça. Il s'agit de 10 ans de chuchotement, ai-je dit en me tournant vers la foule. 10 ans à être la blague de la famille. 10 ans de pauvre Amélie. Tout ça pendant que je construisais une entreprise qui vaut actuellement plus que toutes les maisons de ce quartier réunies. Tout ça pendant que je créais des centaines de vrais emplois. Des emplois que, ironiquement, Julien, tu n'étais pas qualifié pour occuper. La première confrontation était terminée. La vérité sur le CV était sortie. Mais le vrai dossier,
celui que je constituais depuis une décennie, ne faisait que commencer. L'atmosphère sur la terrasse n'était plus à la fête. C'était une salle d'audience. Et tante Catherine, réalisant qu'elle avait perdu la bataille sur le génie de Julien, a changé de tactique. Si elle ne pouvait pas gagner sur les faits, elle essaierait de gagner sur l'émotion. Elle s'est tournée vers la seule personne qu'elle pensait être encore de son côté. « Arthur, tu ne peux pas la laisser faire ça. » a-t-elle gémi en se tournant vers mon grand-père. Elle le ruine. Elle le fait par dépit, parce qu'elle est jalouse. Regarde-la. Elle est froide. Elle n'est pas normale. Elle avait raison sur un point. Les enjeux montaient, mais ils ne montaient pas pour moi. Ils montaient pour elle. J'ai levé la main. Tante Catherine, je vous ai dit d'arrêter de parler. Vous ne l'aidez pas, Amélie, a dit grand-père Arthur, sa voix coupant court. Il a ignoré sa fille. Il était concentré sur moi. Que fait exactement ton entreprise? C'était l'ouverture. C'était le moment de construire le dossier. Nous sommes une firme de logistique et de sécurité, ai-je dit, ma voix nette et professionnelle. Mais c'est une façon simple de le dire. Nous sommes une société de solutions. Quand tout le système de conteneurs d'un conglomérat de transport est piraté et retenu en otage, il m'appelle. Quand le protocole de sécurité en ligne d'une nouvelle banque échoue à un test de résistance et qu'ils font face à des milliards de responsabilités, il m'appelle. Quand le ministère de la Défense a besoin d'un réseau crypté sécurisé pour coordonner une nouvelle chaîne d'approvisionnement mondiale, il m'appelle. J'ai laissé cette dernière partie infuser. Mon oncle, celui qui travaillait à la poste, a visiblement dégluti. Nous avons des bureaux à Paris, Lyon, Tokyo et Genève, ai-je continué. Nous employons plus de 800 personnes, sans compter les sous-traitants. Et oui, l'année dernière, notre valorisation a dépassé les 9 milliards d'euros. Une femme au fond, une de mes cousines, s'est évanouie, s'est juste effondrée sur les genoux. Personne n'a bougé pour l'aider. Ils me regardaient tous comme si une deuxième tête venait de me pousser. 9 milliards, a soufflé ma mère, ses yeux aussi ronds que des soucoupes. Tante Catherine secoua simplement la tête, un étrange rire aigu s'échappant de sa poitrine. Mensonge. Encore des mensonges. Tu es pathologique. Tu inventes tout. Julien, elle invente tout, n'est-ce pas? Mais Julien n'écoutait pas. Il fixait le sol, une lueur de compréhension naissante sur son visage. Il savait. Il avait vu le branding interne de l'entreprise. Il avait vu les budgets du département stratégique qu'il rejoignait. Il savait mieux que quiconque que je ne mentais pas, c'est vrai, a-t-il chuchoté. Les documents d'orientation, l'accord de non-divulgation. Ça mentionnait des contrats avec l'État. Je pensais que c'était juste, tu sais, du baratin standard. Le visage de tante Catherine a pris une teinte violette stupéfiante. Imbécile, a-t-elle crié à son fils. Tu l'as cru. Ce n'est pas une question de croire, Catherine, ai-je dit. C'est une question de documents publics pour quiconque sait où chercher. C'était la deuxième confrontation, non pas avec des menaces, mais avec des preuves irréfutables. Vous voyez, ai-je dit en retournant vers mon grand-père, vous avez tous opéré sous une fausse conception. Vous pensiez que c'était moi qui étais perdu. Vous pensiez que c'était moi qui avais besoin d'être sauvé. La vérité, c'est que j'ai été celle qui tenait le filet de sécurité pour cette famille pendant des années, et vous ne l'avez jamais su. J'ai regardé mon grand-père. Grand-père, ton entreprise de meubles. Ce prêt privé miracle que tu as obtenu il y a 6 ans pour sauver l'usine de la faillite après que les banques t'aient toutes tourné le dos. Celui de ce bienfaiteur anonyme qui voulait préserver l'artisanat local. Son visage est devenu blanc. Il a serré sa canne. Toi. J'ai hoché la tête. C'était le premier gros chèque que j'ai signé. Mon père aimait cette usine. Je n'allais pas la laisser mourir. Je me suis tourné vers mon oncle Michel, le postier. Oncle Michel, ta fille, ma cousine Sophie, cette bourse d'études complète pour la fac de médecine, celle du fonds éducatif du bois. Il m'a regardé, la bouche bée. Il n'y a pas de fonds éducatif du bois, ai-je dit doucement. Je suis le fonds. J'ai payé ses frais de scolarité, ses livres et son logement pendant les 6 dernières années. Elle sera diplômée major de sa promotion en mai. J'ai regardé autour de la terrasse,
ma cousine qui s'était évanouie et qu'on aidait maintenant à se relever. Ma cousine amie, qui venait d'acheter sa première maison. Cette subvention pour primo-accédant qui a doublé ton apport personnel. C'était moi. Je me suis finalement retourné vers tante Catherine, dont le visage était un masque d'incrédulité et d'horreur. Et vous, tante Catherine, vous plus que tout. Je n'ai jamais pris un centime de toi. A-t-elle craché. Vous, non, ai-je convenu. Mais votre mari, si. Son agence immobilière. Elle ne s'est pas miraculeusement remise de la crise de 2008. Elle était en faillite. J'ai racheté sa dette par le biais d'une société écran. Cette maison, ai-je dit en désignant la monstruosité de Stugbège, cette voiture, l'argent de poche de Julien qui lui a permis de jouer les gros bras pendant 10 ans. Je possède tout. L'entreprise de votre mari est une filiale de Dubois Méridien depuis une décennie. Il a été, en effet, mon employé. Le silence était absolu. C'était la preuve finale, irréfutable. C'était le moment qui a rompu le charme. Julien, qui avait écouté tout cela avec une honte croissante et angoissante, a finalement levé les yeux. Il ne m'a pas regardé. Il a regardé sa mère. Tu savais, a-t-il chuchoté. Tu savais que nous étions. Que papa. Je. Balbutia tante Catherine, pour la première fois de sa vie, totalement vaincue. Je voulais juste. Je voulais que tu sois fier. Fier, la voix de Julien s'est brisée et une seule larme chaude a roulé sur sa joue. Tu as fait de moi une blague. Tu as fait de moi un imposteur. Pendant tout ce temps, c'est Amélie qui payait pour tout. Il m'a regardé, les yeux remplis d'une décennie d'orgueil gâché. Ils pensent tous que je suis un visionnaire, un leader, et toi. Tu n'as fait que payer mes factures. Il s'est retourné, a bousculé sa mère, la foule stupéfaite, et a couru dans la maison. Le bruit de la porte d'entrée claquant a résonné sur la terrasse comme un coup de feu. La fête était terminée. Les gens étaient figés, verre à la main, fixant l'espace vide où Julien s'était tenu. L'air était lourd des décombres d'une décennie de mensonges. Tante Catherine, le visage cendré, s'est tournée vers moi. La rage avait disparu, remplacée par une haine froide et reptilienne. Toi, a-t-elle sifflé. Tu as fait ça. Pourquoi? Monstre. Tu as planifié ça. Tu es venu ici pour détruire mon fils. Pour me détruire. Non, tante Catherine, ai-je dit, et j'ai été surprise de constater que je le pensais. Vous avez tort. Je n'ai pas planifié ça. C'est vous. Vous avez planifié toute cette fête. Vous avez envoyé l'invitation. Vous avez rassemblé le public. Vous avez écrit le scénario. Vous m'avez traité de ratée, de perdante, et de contrairement à certaines personnes. Vous m'avez tendu le micro et m'avez supplié de dire la vérité. J'ai regardé les visages de ma famille. Ma mère stupéfaite, mon oncle honteux, mon grand-père qui me regardait avec une expression entièrement nouvelle, pas de fierté, pas de choc, mais de reconnaissance. Il me voyait enfin. Je ne suis pas venu ici pour détruire qui que ce soit, ai-je dit, ma voix résonnant d'une clarté qui semblait nouvelle. Je suis venu parce que ma mère me l'a demandé. Je suis venu en espérant, le temps d'un après-midi, pouvoir être juste Amélie, juste une partie de la famille. Mais vous ne me l'avez pas permis. Je me suis approché de la table et j'ai pris mon sac. Je ne suis pas un monstre, tante Catherine. Je suis une PDG, et je dois prendre une décision commerciale. Je me suis tourné vers son mari, mon oncle. Oncle Franck, ai-je dit. Il a grimacé. Mon équipe juridique vous contactera lundi. Nous allons dissoudre votre division. Elle n'est pas rentable, et elle est devenue un passif. Tu me licencies, a-t-il chuchoté. Je liquide un actif, ai-je dit, ma voix ferme. Ce que vous ferez de votre moitié du produit de la vente est votre affaire, mais cet arrangement est terminé. Cette maison, les voitures, tout sera vendu. Tu ne peux pas, a crié Catherine. C'est ma maison. Non, ai-je dit en me tournant vers elle une dernière fois. C'était mon actif. Et vous, tante Catherine, venez de prouver que vous étiez un très mauvais investissement. Je l'ai laissée là, bredouillante, et je me suis dirigé vers mon grand-père. Il se tenait droit,
les mains jointes sur sa canne. Amélie, a-t-il dit, la voix chargée d'émotion. Grand-père, ai-je répondu tout aussi doucement. Il a tendu une main burinée par le travail et l'a posée sur mon épaule. Ton père, il serait. Il s'est arrêté, déglutissant difficilement. Il était fier de toi. Je suis fier de toi. Je suis juste si désolé d'avoir été trop aveugle pour te voir. Ce n'est pas grave, grand-père, ai-je chuchoté. Je suis toujours là. Je sais, a-t-il dit. Et toi, ma petite, tu es une Dubois jusqu'au bout des ongles. J'ai souri, un vrai sourire. Non, grand-père. Je suis aussi une Moreau. Je suis les deux. Je lui ai fait un baiser sur la joue et me suis tourné vers ma mère qui pleurait silencieusement. J'ai pris sa main. Allez, maman. Rentrons à la maison. Alors que nous nous éloignions, passant devant les membres de la famille stupéfaits et silencieux, j'ai entendu la voix de mon grand-père tonner une dernière fois. Catherine, a-t-il dit, et la glace dans sa voix était suffisante pour geler la piscine. Tu as déshonoré cette famille. Tu as fait honte à ton fils, et tu as insulté la seule personne qui nous a tous maintenus ensemble. Tu vas lui présenter tes excuses, et ensuite, toi et moi allons avoir une longue conversation sur la famille Dubois et la famille Moreau. Nous ne sommes pas restés pour entendre sa réponse. Alors que ma mère et moi marchions dans la rue vers ma voiture, elle m'a serré la main. Une entreprise à 9 milliards, Amélie, a-t-elle chuchoté, la voix pleine d'admiration. Pourquoi? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que, ai-je dit en déverrouillant les portes de ma berline sans prétention, je ne pensais pas que tu me croirais. Et je crois que je voulais juste que tu sois fière de moi, maman, pas de mon compte en banque. Elle s'est arrêtée, m'a serré dans une étreinte féroce, là, sur le trottoir. Oh, mon bébé, a-t-elle pleuré. J'ai toujours été fière de toi. Toujours. C'est juste que. Je n'avais pas les mots pour combattre ta tante. Ce n'est pas grave, maman, ai-je dit en la serrant en retour. Je les ai trouvés. Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré. C'était un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Je suis tellement désolé, Amélie. Pour tout. Je ne savais pas. Je suis un imbécile. Est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire pour arranger ça? Julien. J'ai regardé le texto. C'était le moment de la réconciliation, l'action triomphale finale. J'ai tapé une réponse. Tu peux commencer par dire la vérité à ta mère. Et ensuite, tu peux tout recommencer. Va chercher ton diplôme, pour de vrai cette fois. Postule à mon entreprise dans 2 ans. Nous avons un excellent programme de stage. Tu devras commencer par la saisie de données. J'ai appuyé sur envoyer. Un instant plus tard, une réponse. Merci. Je le ferai. J'ai souri. Peut-être qu'il y avait encore de l'espoir pour lui. La chute de tante Catherine ne fut pas aussi dramatique qu'un film. Elle fut, à bien des égards, plus silencieuse et plus complète. Comme je l'avais prédit, mon équipe juridique a été d'une efficacité redoutable. La dissolution de la filiale de son mari fut rapide. La maison a été vendue en 1 mois. Il s'est avéré que j'étais l'unique créancière. Ils ont été contraints de déménager dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Mon oncle Franck, étonnamment, s'est épanoui. Libéré de la pression des attentes de sa femme, il a pris sa moitié de la liquidation et a trouvé un simple emploi dans une quincaillerie locale. Ma mère a dit qu'elle l'avait croisé et qu'il avait l'air plus heureux et rajeuni de 10 ans. Tante Catherine, en revanche, non. Elle est devenue un fantôme social. La famille qu'elle avait tenté d'impressionner avait été témoin de son humiliation. La fierté sur laquelle elle avait bâti sa vie avait disparu, remplacée par la réalité écrasante de son propre mauvais caractère. Elle avait perdu sa maison, son statut et, plus important encore, son public. Julien, fidèle à sa parole, a disparu. Il m'a envoyé un dernier email, une lettre d'excuse formelle copiée à mon grand-père et à ma mère. Il y assumait l'entière responsabilité de la fraude au CV, de son arrogance et des années passées à se moquer de moi. Il annonçait qu'il s'était inscrit dans un IUT et qu'il avait trouvé un travail pour le financer lui-même. C'était la chose la plus impressionnante qu'il ait jamais faite. Ma relation avec mon grand-père, Arthur Moreau, a été transformée. Il a commencé à m'appeler tous les dimanches, non pas pour prendre de mes nouvelles,
mais pour discuter. Il me posait des questions sur mon entreprise, sur la logistique et la cybersécurité. Il m'a raconté des histoires sur mon père que je n'avais jamais entendues. Il est venu à mon bureau, a parcouru les étages et a regardé les analystes affairés mais silencieux avec un profond respect. Il a finalement compris que mon travail, comme le sien, consistait à construire quelque chose de réel. Ma mère, de son côté, est devenue ma plus grande championne. Elle prenait un grand plaisir à raconter l'histoire à quiconque le demandait, bien que sa version soit beaucoup plus gentille que la mienne. Dans son récit, j'étais un génie silencieux qui avait sauvé la famille. C'était embarrassant, mais aussi agréable. La résolution complète et finale est venue 6 mois plus tard, pour le réveillon de Noël. Il s'est tenu chez mon grand-père, pour la première fois depuis des années. Tante Catherine et oncle Franck étaient là. Ils semblaient plus petits. Catherine a essayé d'éviter mon regard, mais je me suis dirigé directement vers elle. Tante Catherine, ai-je dit. Elle a tressailli. Amélie. Tu as l'air en forme. Vous aussi, ai-je dit, ce qui était un mensonge. J'espère que vous vous installez bien. Elle m'a regardé, et pour la première fois, j'ai vu autre chose que de la pitié ou de la rage dans ses yeux. Je n'ai rien vu. C'était juste une femme fatiguée. C'est calme, a-t-elle dit. Bien, ai-je répondu. Écoutez. Le fonds caritatif de mon entreprise. Celui qui est réel, ai-je ajouté avec un petit sourire. Cherche un nouvel administrateur. C'est surtout de la paperasse, gérer les subventions pour les bourses comme celle de Sophie. C'est un travail, si ça vous intéresse. Elle m'a dévisagé, la bouche ouverte. Tu me donnerais un travail? C'est une chance de faire du bien, pour de vrai, tante Catherine, ai-je dit. De reconstruire. D'être réellement fier de quelque chose. C'est votre choix. Je n'ai pas attendu de réponse. Je me suis éloigné, sentant un poids se soulever de mes épaules que je ne savais même pas que je portais. Plus tard, alors que nous étions tous assis pour le dîner, mon grand-père s'est levé. Il a levé son verre. Cette année, a-t-il dit, la voix épaisse, je suis reconnaissant pour beaucoup de choses. Pour ma famille, pour notre santé. Mais par-dessus tout, je suis reconnaissant pour la clarté. Il m'a regardé droit dans les yeux. Pendant trop longtemps, dans cette famille, nous avons valorisé le bruit du succès. Les vantardises bruyantes, les jouets brillants. Nous étions des imbéciles. Nous avons oublié ce que notre nom. Ce que nos deux noms, Dubois et Moreau, représentent vraiment. L'intégrité, le travail acharné et la construction de choses qui durent. Il a levé son verre plus haut. À ma petite fille Amélie, qui, à sa manière silencieuse, persistante et brillante, n'a jamais oublié. Elle est la meilleure d'entre nous tous. Elle est le nouvel étalon. À Amélie. À Amélie, a résonné la pièce. J'ai regardé autour de la table. Ma mère pleurant ouvertement, mon oncle souriant d'un vrai sourire, Julien qui m'avait envoyé un simple texto au joyeux Noël, patronne, et tante Catherine qui regardait son assiette, mais qui a levé son verre d'1 millimètre. C'était la paix. C'était la justification. Mon petit passe-temps informatique ne m'avait pas seulement rendu millionnaire. Il m'avait donné le pouvoir de sauver ma famille, de démasquer un imposteur et, enfin, de réécrire ma propre histoire. Et en levant mon verre, j'ai su au plus profond de mes os que mon père aurait été si fier.